Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la mobilité urbaine. Je suis Cédric Gilles, responsable du marché des particuliers au sein du CIC Sud-Ouest, et ma mission consiste entre autres à accompagner les agences afin de proposer les offres les plus adaptées à nos clients. Je vous rappelle que le CIC Sud-Ouest fait partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Geneviève Erhardt, qui est représentante des ACM, les assurances du Crédit Mutuel et du CIC. Les ACM gèrent toute l'activité assurance sur lesquelles le CIC Sud-Ouest s'appuie fortement afin de proposer les offres les plus adaptées à nos clients. J'ai le plaisir de recevoir aussi Cécile Campion qui elle, gère toute l'activité assurance au sein même du CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite donc la bienvenue à toutes les deux. Merci Cédric. Alors, ce webinaire va se dérouler en deux temps, deux parties. Une première partie où nous aurons une présentation de la part de Geneviève Erhardt pour comprendre en gros toutes les nouvelles tendances de mobilité, de déplacement qu'on peut observer aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, Cécile Campion, elle, s'attachera à vous présenter les différentes solutions que nous proposons à nos clients pour les accompagner par rapport à ces nouvelles tendances. Alors, on va s'attacher aussi pendant ce webinaire à répondre à différentes questions. Vous le verrez tout à l'heure, vous pourrez poser des questions, mais on a posé aussi différentes problématiques. La première, c'est quel a été l'impact de la crise sanitaire sur nos modes de déplacement? On voit naître de nouvelles tendances de déplacement. Quelles sont-elles? Et quelle est la réglementation en vigueur autour de ces nouvelles tendances? Mais aussi, on voit naître beaucoup de conflits entre les usagers. Comment on peut éviter ces conflits, je dirais. Et enfin, le dernier point, c'est la conséquence de tout ça. Comment je choisis et comment j'essaye de bien choisir mon assurance. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité, et vous avez la possibilité de répondre et surtout de poser des questions, et nous on y répondra. Pour cela, vous allez devoir cliquer sur l'onglet en haut à droite, vous avez une flèche, ça vous permet d'ouvrir un onglet, et dans cet onglet, vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez. On répondra à certaines au cours du webinaire, et puis aux autres à la fin du webinaire. Allez, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Geneviève Erhardt qui va vous parler justement de ces nouvelles tendances de déplacement. Geneviève, je vous laisse la parole. Merci Cédric, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de partager avec vous ce moment sur la mobilité. Sur ce qui s'affiche à l'écran, c'est marqué « Tout temps, l'homme s'est déplacé ». C'est vrai que quand on le voit comme ça fait un peu cliché, mais dans les faits, c'est vrai. L'homme a toujours essayé de trouver des moyens pour aller plus vite, pour aller plus loin. Il fut un temps où il se déplaçait à bicyclette, en train ou même en automobile à vapeur. Puis, peu à peu, la voiture a pris le relais et là, le plus important était de posséder son propre moyen de locomotion et de le protéger ainsi que ses occupants. On entend ces derniers temps qu'au niveau utilisation de la voiture, on est en pleine mutation avec l'arrivée des véhicules autonomes, des véhicules électriques. Mais dans les faits, on se rend compte que la voiture reste le moyen de déplacement le plus plébiscité par les Français. Donc, en 2019, 87% des Français, lorsqu'on les a interrogés, disaient utiliser leur voiture tous les jours pour aller faire les courses, aller au travail, déposer les enfants à l'école ou pour d'autres déplacements encore. Donc là aussi, la voiture était utilisée quotidiennement, également pour aller travailler. 6 personnes sur 10 aujourd'hui utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail. Le sondage qui avait été fait à l'époque montrait aussi que 75% des Français jugeaient qu'ils ne pourraient pas se passer de voiture. Ils en avaient besoin au quotidien, sinon plusieurs fois par semaine. Tout ça malgré le fait que la voiture reste quand même un moyen de déplacement relativement onéreux puisqu'il vous en coûte en moyenne 4 300 € pour entretenir votre voiture. Qu'est-ce que je peux dire encore sur les kilométrages parcourus? Donc, en moyenne, les Français parcourent 13 000 km par an. Donc, on l'a dit, la voiture est un moyen de transport onéreux et se déplacer aujourd'hui a fait évoluer les comportements.
on s'est rendu compte que de nouvelles solutions de mobilité ont émergé ces 10 dernières années. On peut citer par exemple le covoiturage, l'autopartage, donc le partage de la voiture sur des trajets donnés. Le trajet est également devenu ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire que pour un même trajet, vous pouvez utiliser plusieurs modes de déplacement. Vous pouvez par exemple prendre votre voiture jusqu'à la gare, depuis la gare, prendre le train jusqu'à votre ville de destination et finalement vous rendre au bureau soit avec les transports publics, soit avec les nouvelles solutions de mobilité qui sont apparues ces 3-4 dernières années, comme la trottinette, l'overboard, les vélos électriques qui se développent beaucoup, ou même dans certaines villes, les véhicules autonomes. Voilà ce que je peux dire, Cédric, sur la mobilité des Français. Merci Geneviève. Alors moi, je voudrais juste revenir là sur ce que vous avez présenté au début, le covoiturage et l'auto-partage. Vous pouvez nous détailler un peu plus là ces deux solutions de mobilité, s'il vous plaît, Geneviève? Oui, avec plaisir, Cédric. Donc peut-être d'abord dire c'est quoi le covoiturage, c'est quoi l'autopartage. Donc le covoiturage, c'est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers. Le trajet doit se faire à titre non onéreux, c'est-à-dire que vous ne payez pas le transport. Par contre, vous pouvez participer aux frais de déplacement, comme par exemple le péage, l'essence ou ce genre de frais. Le déplacement à la base reste un déplacement que le conducteur du véhicule aurait effectué de toute façon pour son propre compte. Pour l'autopartage, il s'agit d'un service qui permet à des abonnés de louer de façon ponctuelle une voiture en libre service. Donc là, vous pouvez avoir pour une même voiture proposée en autopartage 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs sur une même journée selon leurs besoins. Donc chacun réserve un créneau et utilise la voiture sur le créneau qui lui convient. La slide qu'on vous affiche propose également quelques chiffres. Donc, on peut dire sur le covoiturage, c'est Blablacar qui communique ces tendances, que par an, il y a 3,5 milliards de kilomètres qui sont effectués en covoiturage. Pareil, pour les équipages de covoiturage, ils comptent en moyenne 1,1 passagers. Concernant l'autopartage, les chiffres qui sont affichés sont plutôt des chiffres d'économie. En fait, une voiture utilisée en autopartage permet d'économiser 2 000 € par an et par personne pour une distance parcourue d'à peu près 5 000 km. En autopartage, les voitures permettent également de faire circuler moins de voitures sur les routes, puisqu'une voiture en autopartage peut remplacer 5 à 8 voitures personnelles. Et pareil, ça permet d'économiser des places de stationnement, puisqu'on gagne 1 à 3 places de stationnement si on utilise le véhicule en autopartage. Pourtant, l'autopartage ne s'est pas aussi bien développé que le covoiturage. Le covoiturage a connu vraiment un fort essor ces derniers temps, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Vous connaissez sans doute Blablacar, mais il y a également Trajet à la carte, Rouler Malin, La Roue Verte ou d'autres acteurs selon les villes ou les régions. Il y a également sur ce créneau des startups qui se sont installées pour des trajets vraiment ponctuels et bien précis. Il y a par exemple l'ICO qui s'est spécialisé dans le trajet depuis ou vers les aéroports, où on a Drop My Kids qui s'est spécialisé dans le transport des enfants, et Urway que certains connaissent sûrement puisqu'il permet le covoiturage pour les soirées. Donc voilà ce que je peux vous partager sur le covoiturage ou l'autopartage. Merci Geneviève. Alors on parle hélas beaucoup de la crise sanitaire en ce moment. Justement, est-ce que vous avez des éléments à nous présenter, des éléments par rapport à l'impact de cette crise sanitaire sur notre mobilité ? Oui, c'est intéressant, Cédric, parce que quand on regarde de près ce qui s'est passé depuis le début de l'année dernière, on se rend compte qu'avec donc la crise sanitaire, la mise en place du télétravail massif, la distanciation sociale qui devient de plus en plus importante, les standards dans lesquels on s'était inscrit par rapport à notre connaissance de la mobilité ont été chamboulés. On s'est retrouvé vraiment sur le retour à l'usage de moyens de transport personnels. Donc, les gens se sont remis
pendant le confinement ou même après, à utiliser leur voiture personnelle, à se déplacer à pied, tout simplement pour des petits trajets, prendre le vélo, la trottinette ou d'autres deux roues motorisées. Le confinement a également apporté un genre de prise de conscience de la population qui s'est tournée vers des modes de déplacement plus écologiques et responsables. OpinionWay a fait une enquête après le confinement et il en est ressorti que 12% des Français qui avaient été interrogés affirmaient leur souhait d'acheter un vélo dans les mois à venir. Sur ces personnes-là, en plus, 46% envisageaient vraiment d'utiliser le vélo pour s'en servir lors des déplacements professionnels. Donc, ce qu'on peut dire, pareil, également sur l'utilisation des transports publics, les usagers, quand on les a interrogés, ont annoncé vouloir utiliser moins souvent les transports publics ou même plus du tout, et plutôt se déplacer à pied, utiliser leur voiture, le vélo, la trottinette ou d'autres moyens de déplacement individuels. Donc, on peut dire que la crise sanitaire a eu un impact écologique, a eu un impact sur la façon de vivre le trajet qui est devenu encore plus multimodal, et on est revenu à des trajets pratiques qui, en plus, sont très bons pour la santé. Voilà pour l'impact de la crise. Merci Geneviève. Alors je voudrais qu'on parle du vélo. On voit de plus en plus de vélos, vous l'avez dit, les gens l'utilisent de plus en plus pour se déplacer. Donc on a de plus en plus d'utilisateurs de vélos ces derniers mois et ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est le retour en force du vélo, Geneviève? Oui, je pense, Cédric, qu'on peut vraiment affirmer cela. Donc le vélo existe depuis très longtemps. Il était utilisé il y a quelques années principalement pour les loisirs, donc pour des balades en famille ou entre amis. Sur la dernière décennie, on voit vraiment que le vélo prend une place grandissante dans nos villes ou dans la vie des Français en général. Le déconfinement, on l'a évoqué tout à l'heure, a vraiment apporté un fort engouement pour le vélo. En parallèle, avec la nécessité de la distanciation sociale, l'accélération des aménagements cyclables, parce qu'après le confinement, on a quand même vu aussi que beaucoup de villes mettaient en place des aménagements cyclables pour permettre la circulation en sécurité des vélos. Certaines incitations financières du gouvernement et des collectivités locales, tout ça a permis de vraiment favoriser l'essor du vélo. Et si on veut citer quelques chiffres, on peut dire qu'après le confinement, les ventes de vélos ont fait un bond de 117% sur la période de mai-juin l'année dernière, à tel point que certains fournisseurs ont eu du mal à répondre à la demande. Il y avait vraiment des ruptures de stock de vélos chez certains fournisseurs. Donc, le marché du cycle, en général, est porté ces dernières années, donc ça vous le voyez sur le graphe qui s'affiche, par le VAE, donc le vélo à assistance électrique, qui vraiment depuis 2015, pour qui on voit les ventes vraiment progresser depuis 2015, et on prévoit même que d'ici 2025, il y a 1 million de VAE en circulation en France. Donc, ça, c'est pour globalement le marché. Si on s'attache vraiment au véhicule en lui-même, on peut dire qu'il y a deux grandes familles. On a d'un côté les vélos et les vélos à assistance électrique qu'on range dans la famille des cycles, et d'un autre côté, le vélo électrique qui est, lui, considéré comme un cyclomoteur parce qu'il permet des vitesses importantes. Il peut aller jusqu'à 45 km/h. Au niveau budget à allouer pour ces véhicules, il faut compter à peu près 365 € pour un vélo musculaire, 1 750 € pour un VAE et 4 500 € pour un vélo électrique. Voilà ce que je peux vous partager sur le vélo. Merci beaucoup Geneviève. Alors moi j'ai une question par rapport à justement la présentation que vous venez de faire là. Que dit la loi justement et nos obligations par rapport en termes d'assurance par rapport à ces différents types de vélos que vous venez de nous présenter? Vous avez raison, Cédric, c'est important de le préciser. Vous ne pouvez pas circuler. En fait, avec tous ces différents modes de déplacement qui sont apparus, il a fallu mettre en place des règles et bien sûr, le vélo est soumis à certaines règles. Donc, que dit la loi? Le vélo et le vélo à assistance électrique, là, on retrouve bien les deux catégories parce que au niveau de la circulation, c'est pareil. Il y a bien deux façons distinctes de les utiliser. Donc, le vélo et le vélo à assistance électrique, eux, peuvent circuler sur les pistes cyclables, pistes ou bandes cyclables.
Et s'il n'y a pas de piste cyclable, ils circulent sur la chaussée du côté droit. Par contre, ils sont interdits de circulation sur les trottoirs. On voit souvent quand même des vélos circuler sur les trottoirs. Et il faut savoir que c'est interdit. C'est pas autorisé. Seuls les enfants de moins de 8 ans ont le droit de circuler sur les trottoirs. Concernant l'assurance, pour les vélos et les vélos à assistance électrique, il n'y a pas d'obligation de s'assurer. Vous êtes couvert pour les dégâts que vous pouvez causer avec votre vélo par votre assurance responsabilité civile que vous avez généralement dans votre contrat d'habitation. Pour les vélos électriques, c'est un autre combat. Donc, eux sont interdits sur les pistes cyclables, bien sûr, interdits également sur les trottoirs. Ils doivent circuler sur la route. Donc, comme les cyclomoteurs, en fait. Et les vélos électriques, du fait déjà de leur vitesse et du fait qu'il n'y a pas de force musculaire pour les démarrer, rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les véhicules terrestres à moteur, les VTM. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Et donc, il y a une obligation d'assurance en responsabilité civile pour ces véhicules-là. Il y a une note en bas de page qui est assez importante qui dit qu'il faut rester concentré. Donc, effectivement, en cycle, il est interdit également d'utiliser votre téléphone portable lorsque vous circulez ou de porter des écouteurs. Tout écart au code de la route est passible d'une amende de 4e catégorie, c'est-à-dire un forfait de 135 €. D'accord, merci. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, vous venez là de nous présenter, je dirais, un des plus anciens moyens de déplacement, le vélo, mais on voit en parallèle de ça naître tout un tas de nouveaux engins, de nouveaux appareils motorisés. Je parle là des trottinettes électriques, des gyroroues, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces nouveaux engins qu'on voit naître ? Oui, avec plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ces véhicules-là? On a, en fait, c'est vrai, ça fait 3-4 ans que sont apparus ce qu'on appelle les EDPM, enfin, ça veut dire engins de déplacement personnel motorisé. Donc, c'est un acronyme qui a été défini pour ranger cette nouvelle catégorie d'engins qui sont les trottinettes, les gyropodes, les gyroroues, les overboards, en fait les engins que vous voyez apparaître à l'écran et tous les autres véhicules électriques motorisés, même peut-être ceux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui puisqu'ils s'en inventent quasiment quotidiennement. Les trottinettes qui sont encadrées représentent à ce jour le véhicule le plus représentatif de cette catégorie. Pour les trottinettes, si on veut faire un zoom, on peut dire qu'elles sont apparues mi-2018. En France, le marché a tout de suite connu un vif succès et les utilisateurs sont principalement les jeunes entre 18 et 24 ans, ainsi que les cadres. C'est un moyen de déplacement pratique qui permet d'aller vite et puis de se déplacer sur des trajets courts de façon assez efficace. Très rapidement, les trottinettes ont investi nos villes de façon quasi anarchique. On retrouvait des trottinettes un peu partout. Certaines sociétés comme Bird, Lime, Bolt, des sociétés de location de trottinettes, ont investi ce créneau et se sont développées très rapidement dans nos grandes villes. Cette arrivée massive de la trottinette a obligé le gouvernement, le législateur, à poser un cadre de circulation par différents décrets qui ont été actés en 2019 pour permettre une circulation sécurisée de ces véhicules-là et l'interaction, on va dire, sécurisée également entre les trottinettes, les vélos, les passants, les piétons ou les voitures. Donc, malgré ce cadre de régulation qui a fait rentrer la trottinette au code de la route comme un véhicule terrestre à moteur aussi, la trottinette a quand même continué de se développer. On a aujourd'hui en France à peu près 1,5 million de trottinettes qui circulent et on estime que d'ici 2025, ce chiffre va encore augmenter et pourra atteindre les 8 millions d'exemplaires. Voilà ce qu'on peut dire sur ces nouveaux véhicules. Alors justement, Geneviève, que dit la loi par rapport à tous ces nouveaux engins que l'on voit, je dirais, fleurir dans toutes nos villes et même en périphérie ?
Oui, je l'ai évoqué. C'est vrai que le législateur a dû mettre un cadre. Donc, où est-ce qu'une trottinette peut circuler? En fait, elle peut circuler en agglomération sur les pistes cyclables. S'il n'y a pas de piste cyclable, elle est en droit de circuler sur les routes qui sont limitées jusqu'à 50 km/h. Elles peuvent également circuler sur les aires piétonnes à une allure modérée. Pour ce qui est des trottoirs, elles sont interdites. Enfin, la circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire de la commune l'autorise. Mais là encore, s'il l'autorise, il faudra circuler à une allure modérée, c'est-à-dire moins de 6 km/h, et surtout ne pas gêner les piétons qui restent prioritaires sur les trottoirs. En dehors des agglomérations, elles doivent circuler sur les pistes cyclables ou les voies vertes. Concernant l'assurance, on peut dire aussi que les trottinettes, étant donné qu'elles sont rentrées dans la catégorie de ce qu'on appelle les véhicules terrestres à moteur, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les vélos électriques, l'obligation d'assurance en découle. Donc, il faut, pour tous ceux qui utilisent une trottinette, souscrire une assurance responsabilité civile pour ce véhicule-là. C'est important ce que je dis là parce que la moitié des utilisateurs pensent être couverts par leur contrat d'habitation ou par leur contrat automobile, alors que dans les faits, c'est un véhicule qui est vraiment soumis à assurance obligatoire. Et on peut même dire que c'est dangereux de circuler sans assurance parce que d'un côté, vous risquez une forte amende parce que c'est considéré comme un délit de circuler sans assurance. L'amende sera de 3 750 €. Et en plus, si vous causez des dommages à quelqu'un, si vous renversez quelqu'un, vous serez tenu de réparer financièrement les dommages que vous avez causés. Donc voilà. Merci, pour le cadre réglementaire. Merci beaucoup Geneviève. Alors je vais maintenant laisser la parole à Cécile Campion. Cécile qui va nous présenter les différentes solutions qui nous permettent de protéger, je dirais, au mieux nos clients dans ce contexte de mobilité urbaine. Tout à fait, Cédric. Alors, avant purement de parler assurance, on va se poser quelques instants sur la notion de prévention, puisque assurance et prévention fonctionnent parfaitement bien ensemble et sont même indissociables. Donc, si on regarde la slide qui est affichée ici, donc parlons prévention au niveau des vélos à assistance électrique et puis des vélos électriques. Alors, il y a des points communs en matière de prévention et ces points communs sur ces 3 vélos, c'est des points communs de bon sens. C'est faire en sorte que la sonnette, le klaxon, les freins avant, les freins arrière fonctionnent et puis que les feux avant et les feux arrière fonctionnent également. C'est du bon sens, mais si toutefois ils ne sont pas en bon état de fonctionnement et que vous faites arrêter par les forces de l'ordre, eh bien vous pouvez recevoir une amende qui peut aller jusqu'à 150 €. En dehors de ces points communs en matière de prévention, eh bien il y a des écarts entre le vélo à assistance électrique, le vélo, et le vélo électrique. Le premier point d'écart, c'est une obligation depuis janvier 2021, c'est le marquage de ces vélos à assistance électrique et vélos simples, marquage des vélos qui est obligatoire donc depuis le mois de janvier, ceci pour lutter contre le vol globalement. Donc comment ça fonctionne? Eh bien aujourd'hui, à chaque fois qu'un professionnel vend un vélo neuf, eh bien il doit référencer ce vélo dans un fichier où seront référencés le vélo, le marquage du vélo et les coordonnées du propriétaire pour que, en cas de vol, le propriétaire soit facilement identifiable. Autre point par rapport à cette mesure, c'est qu'à partir de juillet 2021, eh bien, cela ne va pas ça va s'étendre en fait à la vente de vélos d'occasion, mais toujours par des professionnels. En gros, ce qui ne rentre pas en fait dans l'obligation de marquage, ce sont les ventes de vélos pour enfants et puis les ventes de particulier à particulier. Donc ça, c'est un des premiers points d'écart en matière de prévention. Un deuxième point d'écart, c'est le port du casque. Vous le voyez sur la slide de gauche, la personne porte un casque. C'est un vélo à assistance électrique ou un vélo simple. Là, bien évidemment, on le sait, les casques sont obligatoires pour les jeunes de moins de 12 ans. Il n'est plus obligatoire après 12 ans. Par contre, toujours en matière de prévention, il est fortement recommandé, bien évidemment. Si on se positionne côté vélo électrique, le casque là, il devient strictement obligatoire, quel que soit l'âge en fait de son conducteur. Bien évidemment, on parle du port du casque, mais on parle aussi du port de gants. On est là complètement sur les vélos électriques, assimilés globalement à un cyclomoteur, à un scooter.
Le troisième point de différence entre ces différents types de vélos, c'est le transport d'enfants. Vous le voyez, sur les vélos et les vélos à assistance électrique, eh bien, vous pouvez sans aucun problème transporter votre enfant avec un siège homologué. Et par contre, avec un vélo électrique, pas de possibilité de transporter vos enfants à l'arrière de votre vélo. Deux autres points d'écart, obligation de rétroviseur sur les vélos électriques, pas d'obligation côté vélo et vélo à assistance électrique, assistance électrique. Et puis, le gilet auto-réfléchissant qui, lui, n'est pas obligatoire sur un vélo ou vélo à assistance électrique en agglomération, mais qui le devient dès l'instant où vous roulez hors agglomération. Donc ça, voilà les points d'écart ou les points communs en matière de prévention pour les différents vélos. D'accord, merci Cécile. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Quid des autres engins motorisés qu'on a vus tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même histoire. On n'a pas de vraie obligation. On a quand même la notion d'interdiction de transporter des passagers. Alors moi, ce matin, clairement, une trottinette m'a doublé lorsque je me suis rendue au travail. Ils étaient 2 sur la trottinette électrique et il n'y avait pas de casque. Bon, j'ai un peu réfléchi au webinaire de ce midi, parce que du coup, clairement, interdit d'être à 2 sur une trottinette électrique et bien sûr, le port du casque, il est largement recommandé. Alors là, on n'est pas pour le port du casque, on n'est pas sur une obligation, on est sur une recommandation, sauf en dehors des agglomérations, puisque si vous circulez avec une trottinette électrique ou un autre de ces engins, eh bien là, le port du casque est obligatoire. Après, en matière de prévention, c'est du bon sens. Il est écrit là, adapter sa vitesse, se rendre visible, tout ça, ce n'est que de la prévention de bon sens. Alors moi, Cécile, il m'arrive de venir travailler le matin avec ma trottinette électrique et c'est vrai qu'avant le webinaire, je n'avais pas réfléchi à toutes ces conséquences là, mais comment on assure tous ces engins, notamment la trottinette électrique? Oui, écoutez, ravi que ça ait pu avoir un effet bénéfique sur votre utilisation de trottinette. Alors, concernant donc tous ces engins, trottinettes électriques, gyroroues, overboard, etc., Geneviève l'a dit tout à l'heure, on est sur une notion de véhicule terrestre à moteur. Puisqu'on dit véhicule terrestre à moteur, on dit obligation d'assurance. Mais lorsqu'on dit obligation d'assurance pour ces types d'engins-là, on parle d'obligation d'assurance sur la garantie responsabilité civile, c'est-à-dire pour protéger les autres. Donc, si vous créez un dommage aux autres, c'est cette assurance-là qui viendra vous protéger. Voilà. Globalement, en fonction de la compagnie d'assurance, si on doit parler de coûts, c'est entre 3 et 6 euros par mois au niveau de la cotisation pour ce contrat d'assurance obligatoire. Si on se positionne côté CIC Assurance, on est à hauteur de 3,50 € pour nos assurés. Donc, on est vraiment sur un type de cotisation qui est quand même peu onéreux et qui permet de se protéger contre des conséquences très, très lourdes en cas de circulation avec ce type d'engin. Alors, on le sait et on le voit tous les jours, circuler avec ce type d'engin, c'est pas sans risque. On voit régulièrement ou on nous raconte régulièrement des personnes qui ont chuté, qui se sont fait mal, etc. avec ce type d'engin. Clairement, alors ça n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Ce que l'on suggère et ce que l'on propose, c'est de se protéger soi-même avec une solution de garantie des accidents de la vie privée. C'est très important, on sait que les conséquences peuvent être très lourdes. Donc moi, j'incite vraiment les personnes à aller au-delà de l'assurance obligatoire et de se protéger soi-même en fait en cas de pépin. Juste un point à noter, c'est que quand on se protège sur la garantie des accidents de la vie privée, eh bien, on parle bien d'accidents de la vie privée, c'est-à-dire qu'on parle de tous les déplacements dans le cadre de la vie privée. J'enlève donc là les déplacements de trajet-travail, mais qui naturellement, les accidents de trajet-travail sont couverts et sont régis par le Code de la sécurité sociale. Donc là, on rentre typiquement dans le cadre d'un accident de travail. Si je prends un exemple pour vous illustrer ce que l'on vient de dire, un exemple très simple, je vous présente Stéphane. Il vient d'acheter une trottinette électrique comme vous, mais il s'est assuré. Il a souscrit un contrat. Je vais bientôt m'assurer. Parfait. Il a souscrit un contrat d'assurance, donc aucun problème. Donc il se rend chez un ami, et puis sur la piste cyclable, il y avait une personne qui était en train de téléphoner, et au passage, il l'a heurté, et le téléphone de cette personne est tombé. Eh bien, c'est l'assurance mobilité urbaine, c'est l'assurance de Stéphane dans notre exemple qui viendra prendre en charge effectivement le remplacement du téléphone portable.
s'il n'avait pas eu de contrat d'assurance, au-delà qu'il n'était pas dans les règles puisqu'elle est obligatoire, c'est lui qui aurait dû bien évidemment prendre en charge le téléphone de cette passante. Et puis vous le voyez, c'est pas obligatoire, mais notre ami Stéphane est très prévoyant, il est prudent puisqu'il porte un casque. Je vais mettre le casque aussi, promis. Parfait. Alors, il m'arrive aussi de faire du vélo. Ok. Vous voyez, je suis actif. Oui, c'est bien. Comment ça se passe en matière d'assurance pour les vélos, Cécile? Alors, on n'est pas sur la même histoire, puisque Geneviève l'a dit tout à l'heure, là, sur les vélos et les vélos à assistance électrique, eh bien, nous ne sommes pas sur des véhicules terrestres à moteur. Donc, puisque nous ne sommes pas sur des véhicules terrestres à moteur, il n'y a pas d'obligation d'assurance pour ces vélos-là. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on circule à vélo ou à vélo assistance électrique, nous ne sommes pas couverts. Ce n'est pas le sujet. Par contre, vous êtes couverts à travers différentes solutions ou contrats d'assurance que vous détenez déjà. Si je l'illustre, et je vais revenir à la notion très importante de se protéger soi-même, puisque moi, c'est vraiment l'importance numéro 1, eh bien, vous avez, comme pour les trottinettes électriques, les gyroboards, etc., la solution de pouvoir se protéger contre les accidents de la vie privée, donc toujours avoir recours à ce type de garantie-là pour ses déplacements privés et se protéger soi-même. Pour protéger, alors pardon, je continue sur la notion de se protéger soi-même. On a une spécificité côté CIC Assurance, mais on y reviendra tout à l'heure, qu'on appelle l'avantage mobilité. On offre un avantage spécifique pour les personnes qui sont assurées en automobile au CIC Assurance lorsqu'elles utilisent donc leur vélo. J'en reparle tout à l'heure. Le deuxième point, donc, c'est se protéger les autres. Protéger les autres, globalement, Geneviève l'a aussi dit tout à l'heure, eh bien, vous êtes couvert lorsque vous circulez en vélo, lorsque vous créez un dommage à quelqu'un, par votre contrat d'assurance habitation ou votre responsabilité civile, vie privée, il n'y a aucun problème. Et puis, la notion de protéger le vélo, eh bien, ce vélo, il est protégé lorsqu'il est au domicile, à votre domicile, par votre contrat d'assurance habitation. Il est couvert au même titre que n'importe quel bien mobilier lorsqu'il est donc situé, encore une fois, à votre domicile. Une petite spécificité par rapport à ça, c'est si au sein de ce contrat d'assurance habitation CIC, eh bien, si vous avez souscrit la garantie tout risque mobilier, casu mobilier, eh bien, vous en bénéficiez en tout lieu. Je donne un exemple pour ça. Vous vous promenez, Cédric, en vélo, en forêt, et puis donc bien vous. Un chevreuil traverse. Bon, on va rester simple. On va rester simple. On va parler de. Vous allez heurter un tronc d'arbre, une grosse racine, enfin peu importe. Vous tombez et puis donc le vélo se casse. Eh bien, bien que le vélo n'était pas chez vous, vous étiez en balade en forêt, eh bien, la garantie casse du mobilier de votre contrat d'assurance habitation viendra prendre en charge, remplacer, réparer votre vélo. D'accord, merci Cécile. Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une exclusivité des assurances du CIC, l'avantage mobilité. C'est ça, ouais. Du coup, on a envie de savoir, du coup. Ok. Alors voilà, tout à l'heure, je vous ai présenté Stéphane, je vous propose maintenant de rencontrer Emma. Donc, elle est assurée au CIC par son contrat automobile. Et puis, ce matin, il fait beau. Donc, plutôt que de se rendre au travail en voiture, elle a décidé de prendre son vélo. Très bonne chose. Par contre, pas de chance, puisque ce matin, eh bien, sur la piste cyclable qu'elle a empruntée, il y avait un nid de poule et elle est tombée. Elle a eu un accident, donc rien de trop grave. Son pantalon est déchiré et son vélo est cassé. C'est évidemment un peu la catastrophe des 8 heures le matin, mais rien de trop grave. Avantage mobilité, spécifique CIC Assurance, c'est quoi en deux points, on va le dire, je vais le résumer en 2 points. Le premier point, c'est qu'au titre de son contrat d'assurance automobile, elle bénéficie de la garantie dommage corporel. Eh bien, cette garantie dommage corporel, cette garantie est étendue en fait lorsque notre assuré se déplace en vélo pour un trajet domicile-travail. Donc, si là, Emma, elle avait eu un sinistre corporel, eh bien, la garantie dommage corporel aurait pu intervenir. Dans notre exemple, donc c'est son pantalon qui est déchiré et ou troué. Eh bien, le deuxième point d'avantage de l'avantage mobilité, eh bien, c'est que ses effets personnels et son vélo sont couverts dans la limite de 400 €. Donc, dans notre exemple, le pantalon serait remboursé, pris en charge, et puis le vélo également. Donc, voilà l'avantage mobilité. Merci Cécile.
Le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, donc c'est que fait-on pour les vélos purement électriques? Là, on est sur une notion complètement différente. Nous sommes sur un véhicule terrestre à moteur que l'on apparente concrètement, en fait, au scooter, au cyclo, de moins de 50 cm3. C'est pas le vélo, je crois que Geneviève l'a dit tout à l'heure, c'est pas du tout le vélo qui est le plus plébiscité des Français, hein, on l'a vu, il coûte cher. On est un peu moins en insécurité puisqu'on doit rouler sur la route. On ne peut pas rouler sur les pistes cyclables. Donc voilà, ce n'est pas le vélo le plus plébiscité, mais néanmoins, comme c'est un véhicule terrestre à moteur, qu'il est apparenté au scooter, eh bien, il a, lui, un contrat d'assurance propre, il a une solution d'assurance qui lui est propre, qui est complète et qui lui est vraiment dédiée. Et cette solution d'assurance va intervenir sur les 3 niveaux que sont protéger les autres, se protéger et protéger le vélo. À ce titre-là, donc si vous optez pour un vélo électrique, eh bien, vous pourrez choisir entre 2 formules de garantie, une garantie au tiers ou en tout risque. Vous bénéficierez également d'une garantie corporelle pour le conducteur jusqu'à 50 000 €, et puis une garantie assistance en cas d'accident, de vol, de vandalisme, de crevaison, peu importe. Eh bien, vous profitez aussi d'une garantie assistance jusqu'à 250 € en fonction donc des circonstances du sinistre. Quand je vous ai parlé des trottinettes électriques, je vous ai annoncé un coût spécifique. Là, on n'a pas de tarif spécifique. En fait, le tarif, il est vraiment en fonction de la garantie que vous allez choisir, en fonction de l'usage que vous allez faire de ce vélo électrique et en fonction de la valeur d'assurance en fait du vélo. Merci Cécile. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur le covoiturage. Je sais que c'est votre dernier sujet et ça tombe bien parce qu'on a eu des questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En gros, comment on est couvert et à quoi on a droit ou on peut avoir droit? Ok. Là, en fait, sur le covoiturage, on va rester très simple. C'est simplement pour rassurer en fait nos assurés. Aucun problème. Vous êtes couverts lors de covoiturage. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez transporter des personnes. Vos covoiturés sont considérés comme des passagers. Donc, au titre de la responsabilité civile, eh bien, vos covoiturés sont couverts sans aucun problème. Le petit point que je voudrais rajouter à ça, eh bien, c'est un service, une spécificité au niveau du service, et notamment en cas de pépin, en cas d'immobilisation de véhicules. Je m'explique. Si vous procédez à du covoiturage, vous avez des covoiturés dans votre véhicule et votre véhicule devient immobilisé, eh bien, vos covoiturés pourront continuer leur chemin et se rendre sur leur lieu de destination avec une prise en charge en fait d'un taxi à hauteur de 80 € une fois par an. Et puis, ce qui est aussi sympa, c'est que ça marche aussi si c'est vous qui êtes covoituré dans un véhicule qui vous transporte, eh bien, si ce véhicule qui vous transporte est immobilisé, eh bien, vous pourrez faire appel à Mondial Assistance et mettre en place un taxi pour vous rendre sur votre lieu de destination. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Allez, sur la dernière slide, on a synthétisé les 4 points principaux qu'on vient de voir avec Geneviève et Cécile. Alors, vous l'avez vu, la voiture, elle garde une place prépondérante, elle garde une place importante dans nos modes de déplacement. Et autour de ça, on a vu naître tout un tas de nouveaux engins. On a parlé des trottinettes électriques, des overboards, etc. Donc, ces utilisateurs, ils partagent avec les usagers de la voiture les mêmes routes, entre guillemets. Et donc, on constate tous les jours, moi le premier avec ma trottinette électrique, que c'est pas toujours sans risque. Donc, pour ça, il est bien important de connaître toutes les mesures de prévention qu'on peut voir autour de ça, et vous les avez justement rappelées, Cécile. Et puis, surtout, je dirais, de bien se protéger pour bien s'assurer, se protéger soi-même et protéger les autres. Et tout ça dans un seul but, que chacun fonctionne bien avec les autres et puisse circuler en toute sécurité. Très bien. Allez, je vous propose maintenant, alors on a déjà répondu à de nombreuses questions, je sais que Geneviève l'a fait en direct aussi par écrit, on va continuer de le faire maintenant avec Cécile et Geneviève et on va prendre les questions que vous avez posées et sachez qu'elles sont très nombreuses. Allez, on va prendre une première question de Sophie. Vous avez un peu abordé le sujet tout à l'heure, Geneviève, donc c'est pour ça que je vais vous laisser la parole. Sophie nous pose 2 questions en une, en gros. Si je circule avec mon vélo sur le trottoir
et que si en plus j'utilise mes écouteurs, est-ce que je suis répréhensible? Quel serait le montant de l'amende? Oui, tout à fait, Cédric, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, lorsque vous circulez à vélo et que vous utilisez votre téléphone ou que vous avez des écouteurs, vous êtes passible d'une amende de 4e catégorie, c'est-à-dire 135 € d'amende. Donc, c'est formellement interdit et pour ça, vous pouvez être verbalisé. Idem sur le trottoir. Idem sur J'ai le pas le droit. trottoir, peu importe où vous circulez. Là, D'accord. ah oui, vous D'accord. voulez dire si vous circulez sur le trottoir, si vous êtes passible d'une amende, je Oui, confirme Sophie elle disait, je également. circule sur le trottoir à vélo, est-ce que je suis passible d'une amende ou pas? Oui, tout à fait, oui, oui, pardon. Oui, oui, vous êtes D'accord. passible d'une amende si vous circulez sur le trottoir puisque c'est interdit en vélo. D'accord. Allez, une autre question de Patrick. Patrick, il a une autre question. Il nous demande les accidents corporels ne sont-ils pas couverts par mon assurance habitation? Peut-être Cécile, Oui. vous pouvez y répondre? Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Si je dois le dire vraiment en 2 mots, l'assurance habitation, très schématiquement, l'assurance habitation, elle va couvrir les murs de votre habitation, son environnement, et puis elle va couvrir les meubles à l'intérieur. Mais elle ne va pas couvrir les personnes qui y vivent, on va se le dire comme ça. Et ces personnes qui vivent à l'intérieur de la maison, mais bien souvent, elles jardinent, elles bricolent, etc. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, il faut qu'elles puissent se couvrir. Et c'est bien la garantie des accidents de la vie privée qui interviendra en cas de chute, de blessure, etc., lorsqu'elles jardinent ou qu'elles bricolent. D'accord, merci Cécile. Allez, une question de Damien maintenant. Damien, il nous dit, j'ai entendu parler d'une information comme quoi il y aurait une aide de l'État pour entretenir ces vélos. On me parle de 50 €. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas, Geneviève, vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus? Oui, ben, je peux confirmer, ça existe vraiment. Donc, l'État a mis en place un dispositif qui permet un dispositif d'aide pour mettre votre vélo aux normes. Il vous suffit pour cela de vous rendre dans un centre agréé qui a l'agrément pour effectuer les réparations et il vous fera une facture et vous remettra les papiers nécessaires au remboursement de ces 50 €. D'accord. Et vous savez s'il y a eu un fort plébiscite des usagers du vélo sur ce type Oui, d'offre? effectivement, cette offre a eu un bon succès depuis que ça a été mis en place et c'est vraiment généralisé. Donc l'enseigne qui aujourd'hui répare le plus, c'est Decathlon. Donc Decathlon a l'agrément et d'autres réparateurs de cycles ont également ces agréments. Bon, bah, écoutez, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient un vélo à réparer, vous savez maintenant quoi faire et vous savez que ça existe. Allez, une autre question de Vincent. Vincent, il nous dit, alors Vincent, c'est un bricoleur. Vincent, il nous dit qu'il est bricoleur et qu'il a débridé son vélo, assistance électrique ou électrique, je ne sais pas ce qu'il a débridé. Il veut savoir ce qu'il risque, en gros, Vincent. Donc, je ne sais pas qui c'est qui pourrait répondre, peut-être. On peut compléter. Ouais. Si je regarde sur la partie assurance, et Geneviève, vous me contredisez ou vous me complétez, mais sur la partie assurance, si ce n'est pas notifié que le vélo a été débridé, on va se le dire comme ça, je ne suis pas certaine que la garantie interviendrait. Enfin, je vais laisser compléter Geneviève, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne si ce n'est pas référencé, ce n'est pas connu. Oui, je confirme, Cécile. Donc, tout véhicule, lorsqu'il est assuré, quand il y a des transformations qui sont effectuées dessus, il faut forcément informer votre assureur. Votre assureur, avec connaissance de ces transformations, pourra modifier votre contrat ou revoir les dispositions du contrat en concordance avec les transformations qui ont été effectuées. Donc, le débridage, normalement, est interdit. Donc, l'assureur va sûrement refuser de vous suivre dans l'assurance. Et en plus, vous risquez une amende c'est une amende de 5e catégorie cette fois-ci, donc il peut aller jusqu'à 1 500 €. D'accord, donc on va demander à Vincent de plus bricoler alors. C'est dangereux de transformer un véhicule.
c'est dangereux de bricoler sur ce type d'engin. Isabelle qui nous pose la question suivante. Elle nous dit qu'elle va travailler, donc elle fait une part comme beaucoup, elle met son vélo dans son coffre et elle va en voiture à un certain point et prend son vélo pour aller travailler. Et elle dit si elle se fait voler son vélo dans le coffre de la voiture, qu'est-ce qui se passe? Comment elle est couverte? Cécile. Oui, alors bien sûr, ça va dépendre du contrat d'assurance automobile. Hein. On peut pas faire une réponse très très générale. Si je m'arrête au contrat d'assurance automobile côté CIC Assurance, voilà, il peut y avoir une garantie contenue privée qui va faire que effectivement pour le vélo, alors qui n'est pas du coup un vélo terrestre à moteur, hein, et si le vélo est dans le coffre, une garantie pourra jouer effectivement au titre de la garantie contenue de l'assurance automobile. D'accord, merci beaucoup Cécile. Alors d'autres questions, on va essayer d'en prendre 2 ou 3 de plus. Après, on sera contraint de rendre l'antenne. Allez, Audrey qui nous dit « Je roule en Vélib, je percute quelqu'un. Que se passe-t-il » Je ne sais pas, Cécile ou Geneviève. Donc, je peux répondre si vous voulez. Oui. Vas-y, c'est là. Donc, là, si vous circulez en Vélib, ce sera comme pour n'importe quel vélo, votre garantie responsabilité civile vie privée qui rentrera en ligne de compte. Et en général, la garantie responsabilité civile vie privée est proposée, incluse dans votre contrat d'habitation. Mais il faut le vérifier avec votre assureur. D'accord, parfait. Audrey, elle avait une autre question. Dois-je prendre une assurance pour utiliser les trottinettes électriques partagées? Donc là, normalement, justement, la loi LOM qui a été actée en 2019 pose un cadre pour les trottinettes en autopartage et demande à ce que toutes les enseignes qui proposent des trottinettes en free floating contractent une assurance responsabilité civile pour les véhicules. Donc, le mieux, c'est de bien vérifier sur le site où vous louez votre trottinette que cette assurance est bien présente pour être sûr d'être bien couvert. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le vérifier parce que on n'est pas certain non plus que tout le monde le fasse, quoi, en fait. Et toujours bien se protéger soi-même, quoi. D'accord. Alors, je suppose que Aurore, qui a le même type de question. Bonjour, si j'utilise une trottinette ou un vélo en location en ville, comment suis-je assuré en cas de sinistre? C'est nos fameux. C'est exactement la même réponse. C'est nos fameux Vélib. C'est un peu comme les Vélib, c'est ça? Tout à fait. Audrey, qui a une autre question. Les garanties de la GAV peuvent-elles être remises en cause si j'ai un accident avec ma trottinette électrique qui n'est pas assurée? GAV, je rappelle, c'est garantie accident de la vie. Pour moi, ça n'a rien à voir. Néanmoins, maintenant, je pense qu'il est quand même bien préférable, effectivement, de pouvoir s'assurer au niveau de sa trottinette électrique. Hein. Ça, c'est clair qu'on pourrait se poser, les assurances pourraient poser de plus amples questions. Hein. Ça, c'est clair. Vous partagez, Geneviève? Tout à fait. Allez, je vous remercie. Bon, vous savez qu'on est très attaché à respecter le timing, même si on aurait plaisir à poursuivre plus encore la réponse à toutes les questions que vous avez posées. Pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, je vous invite à vous rapprocher de votre chargé de clientèle dans CIC. Il se fera un plaisir d'y répondre. On espère sincèrement que ce webinaire vous aura permis de répondre à toutes les interrogations que vous aviez et surtout que ça vous aura apporté des éclaircissements sur ces nouveaux engins de mobilité. Geneviève Erhardt, Cécile Campion, je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Merci à toutes et à tous et au revoir. Merci, au revoir.